Voici les titres de cette première partie de 19-20, l'actualité de ce dimanche à Paris, en Ile-de-France. C'est ce tragique fait divers. Un jeune homme de 21 ans a été abattu par balle tôt ce matin à Villepinte en Seine-Saint-Denis par un commando de 4 hommes. Ses parents et ses frères et sœurs ont assisté au drame. Alors que le Paris-Volley a trébuché hier soir à domicile face à Rennes, l'attaquant Clément Bleuze sera notre invité. Nous reviendrons avec lui sur cette défaite et sur les prochains rendez-vous du club. Bonsoir Clément Bleuze, merci d'être avec nous. Enfin, nous irons à la Porte de Versailles où a lieu un concert caritatif pour les Japonais dans le cadre du Manga Party Festival. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture nippone. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de dimanche, il y a tout d'abord ce tragique fait divers. Un jeune homme de 21 ans a été tué par balle tôt ce matin à Villepinte en Seine-Saint-Denis par un commando de 4 hommes. Il a été abattu devant ses parents et ses frères et sœurs. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié à la drogue. Les auteurs de cette exécution courent toujours. Isabelle Dupont avec Colette Zagaroli. Toute la journée, des proches de la victime sont venus dans cette rue pavillonnaire de Villepinte où le jeune homme de 21 ans a été abattu. Il était 5h30 du matin quand 4 individus cagoulés et armés sont entrés par le sous-sol du pavillon familial. Dans la tête des tueurs, un scénario bien élaboré et exécuté de sang-froid. Ils se sont présentés au chef de famille comme étant des policiers. Ils ont demandé où était le fils. Et lorsque le père a indiqué la chambre où se trouvait le fils, ils l'ont abattu de 2 balles. Une dans le thorax qui est ressortie et une au niveau de la gorge. C'est grave, franchement. C'est pas humain, ça. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Une exécution devant ses proches avec une arme de gros calibre et par un commando bien renseigné puisque la victime était rentrée de vacances la veille. Ce jeune homme, Bilal, était connu des services de police, mais pour quelques faits sans gravité. Les faits pour lesquels il est connu ne sont pas des faits de grand banditisme comme ceux dont il a été victime ce soir, enfin ou ce matin. Là, je vous rappelle encore une fois une exécution pour un individu connu plus pour de petites choses que des milieux de grande délinquance. Il y a quand même un fossé là. Vu le mode opératoire, les moyens engagés et l'intention réelle de tuer, là on est sur du règlement de compte, un contrat, ça il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Règlement de compte lié à la drogue ou à une dette, autant de pistes explorées par la brigade criminelle chargée de l'enquête. Dans l'actualité aussi, cette mobilisation aujourd'hui contre la reprise des explorations de pétrole de schiste en Seine-et-Marne. Les manifestants opposés à ce forage ont profité de la randonnée des 3 châteaux pour sensibiliser 8000 randonneurs. Une proposition de loi pourrait être présentée mardi devant l'Assemblée nationale par Christian Jacob, ministre et élu du département. Reportage de Damien Le Fauconnier et Olivier Badin. Rien de tel que la venue de 8000 amateurs de randonnée pour parler de risques écologiques. C'est des forages non conventionnels qui consistent à forer jusqu'à 2-3 km de profondeur, à mettre des explosifs, à faire péter la roche-mère, à injecter entre 10 et 20 000 mètres cubes d'eau bourrée de produits chimiques. À 2 jours d'une possible issue législative, les militants ne désarment pas. Leur crainte, l'utilisation d'une méthode d'exploration jugée dangereuse pour extraire l'huile de schiste, un hydrocarbure dont la Seine-et-Marne regorgerait en sous-sol. Les marcheurs sont convaincus. C'est quelque chose de dangereux, puis qu'on joue aux apprentis sorciers comme d'habitude. Voilà. On parle beaucoup de protéger l'environnement, des énergies durables et tout, et là on va à l'encontre de ce qu'on prévoit quelque part. Le 5 mars dernier, des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans la commune de Doux, prochaine cible des industriels. Mardi matin, une proposition de loi émanant du groupe UMP pourrait être présentée au Parlement. Parallèlement, la région Île-de-France et le département ont déposé vendredi un référé au tribunal administratif pour annuler les permis d'exploration. Mieux vaut tenir que courir, donc pour le moment nous sommes dans le contentieux juridique, on verra si la loi nous donne raison, tant mieux, ce sera un élément supplémentaire, mais aujourd'hui c'est d'abord la mobilisation citoyenne. 2 autres propositions de loi ont été déposées, une par l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, l'autre par les parlementaires socialistes. Cette dernière sera examinée à l'Assemblée nationale le 12 mai prochain. Et puis on reparle de la loi Dallot qui oblige l'État à proposer un toit décent à chacun. Si ce n'est pas le cas, il est possible de saisir la justice. C'est ce qu'a fait une habitante d'Argenteuil dans le Val d'Oise, une maman de 3 enfants qui attaque le préfet du Val d'Oise parce que depuis 9 mois, elle n'a aucune proposition d'hébergement alors que son cas est jugé prioritaire. L'audience aura lieu demain au tribunal administratif de Cergy. Reportage de Tania Watine et Stéphane Lisny qui ont rencontré cette maman.
6h30 du matin, dans un hôtel bon marché près du Stade de France, une maman prépare ses 3 enfants pour aller à l'école. Souvent, il lui pose la même question. On va dormir où ce soir? On va dormir où demain? Il se pose la question, c'est tous les jours il se pose cette question-là. Et quel bus qu'on va prendre? Et combien de bus qu'on va prendre? Donc, non, c'est pas une vie. Hein. Non. Cette vie, sans domicile fixe, a commencé il y a 9 mois, quand la famille a été expulsée de son logement social à Argenteuil pour loyer impayé. Depuis, les enfants de 4, 6 et 13 ans sont épuisés par les 3 heures de transport quotidien. Leur scolarité est perturbée et cela inquiète la maman, mais son gros souci, c'est l'argent. Ces 800 € d'allocation familiale passent presque toutes dans les nuits d'hôtel. Vu que j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, donc heureusement qu'ils mangent le midi à la cantine et que le soir, bon, j'arrive à faire des sandwichs, j'achète une baguette ou une boîte de conserve ravioli ou un truc comme ça à chauffer vite fait pour qu'ils puissent manger un truc au moins qui sont calés la nuit. Trouver un logement, c'est une obsession pour Madame Mérimi. À ses côtés, une avocate se bat avec elle car la situation devient insoutenable. Un juge veut placer ses 3 enfants si dans les 6 mois, elle n'a pas trouvé de toit. J'avais les larmes aux yeux, je me suis mis à pleurer, le grand pareil à pleurer, à dire que maintenant, nous on n'a pas envie d'être placés, nous on a envie d'avoir notre chez nous et d'être tranquille. Madame Mérimi a pourtant été reconnue prioritaire. Selon la loi Dallot sur le logement opposable, le préfet du Val d'Oise aurait donc dû lui proposer un hébergement. N'ayant rien vu venir, l'avocate a saisi la justice, mais le préfet demande au tribunal de rejeter cette requête. On tape à toutes les portes, on fait des recours gracieux, des recours contentieux. Rien ne bouge pour autant. Là, vous voyez, le préfet nous dit j'ai pas fait mon boulot, mais bon, pour autant, peu importe. On demande à ce que la demande soit écartée. Voilà, c'est hallucinant. Ce lundi, le tribunal administratif de Cergy doit examiner le dossier. L'application de la loi Dallot représente pour cette maman le dernier espoir d'offrir à ses enfants un logement décent, bref, une vie normale. Et il est temps maintenant de retrouver les sports du week-end avec Jean-Philippe Lemaire. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Noël. Alors vous n'êtes pas venu seul puisque Clément Bleuze est avec nous. Vous avez perdu Clément hier soir face à Rennes. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant. Mais auparavant, on va parler du marathon de Paris qui a rassemblé ce matin sur les Champs-Élysées, enfin sur la ligne de départ, 40 000 coureurs. Des coureurs qui ont parcouru 42 km 195. Partis des Champs-Élysées, ils sont passés par la Bastille, la Nation, Vincennes et les Tuileries pour une arrivée avenue Foch. Alors on a assisté à un doublé kényan. Chez les hommes, le plus rapide a été Benjamin Kipto en 2h06 minutes et 31 secondes. Chez les femmes, victoire de sa compatriote Priska Jepto en 2h22 minutes et 52 secondes. Après l'effort, le réconfort et c'est la parité. Jean-Noël, tous les deux ont reçu pour leur victoire un chèque de 50 000 €. De quoi, bien sûr, sabrer le champagne. Voilà, et pour eux, la vie est belle et le monde est beau. Absolument. Et on a vu les premiers arriver, mais il faut aussi parler des autres, les 40 000. Et il y avait parmi eux un nombre d'anonymes, plus de 42 km, vous l'avez dit Jean-Philippe, pour le plaisir, mais aussi un peu pour la souffrance. Le marathon de Paris, c'est fini. Y retourneront-ils un jour? Reportage sur la ligne de départ avec Séverine Larouille et Audrey Natalizzi. Il est encore tôt, mais les Champs-Élysées sont déjà peuplés d'une espèce courageuse, le marathonien, un animal matinal, un peu masochiste. C'est ce que je me suis dit ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, effectivement. Levez la main si c'est votre premier marathon. À quelques minutes du départ, la tension monte entre stress et excitation. Quand il marche vers son destin, le marathonien adopte la méthode Coué. Faut pas se demander pourquoi on est là, il faut y aller. Tout va bien se passer. On va même boire du champagne. On est très très bien parce qu'on a toute la France qui nous encourage. Audacieux, mais pas solitaire. Le coureur sait aussi s'entourer. Je prends photo à ma femme qui fait son premier marathon pour ses 40 ans. Quelle drôle d'idée. Ben oui, mais c'est une merveilleuse idée. Elle a beaucoup de courage. T'es fier? Bien sûr. Top départ, pour les proches du fan de sport, le début d'une longue attente. Philippe, vas-y. Je pense qu'il y a un peu là-dedans, ou à la fin, je ne sais pas. Je cherche mon mari, mais je le trouve pas encore. Et après 3 heures de course, le spécimen endurant apprécie le fruit de ses efforts. C'est le deuxième marathon que je cours. Celui-là est vraiment fatigant. Dur mais ça va. Un peu chaud. Un peu chaud. C'est une drogue. Awesome. Terrible.
Délicieux. Videz, videz, videz. Je vais me confier à vous, dans 10 minutes, je verse toutes les larmes de mon corps. C'est la décharge. C'est la décharge et puis c'est peut-être les larmes que je garde le restant de l'année parce que je suis un mec et voilà. Une drogue à accoutumance, malgré la douleur, certains d'entre eux récidiveront sûrement l'année prochaine. Ce que je comprends pas, Jean-Philippe, c'est pourquoi je vous ai pas croisé. Parce que j'étais ici. On va enchaîner avec le foot et surtout vous avez suivi le match du Paris Saint-Germain face à Caen et le Paris Saint-Germain s'est ressaisi. Et Paris s'est même relancé, réveillé et il peut encore rêver de podium avec ce succès. Surtout que le Paris Saint-Germain joue contre le 4e Lyon. Alors je vous propose tout de suite de revenir sur cette rencontre qui s'est déroulée en Normandie hier soir. Le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire et ses ambitions avec cette victoire face à Caen. Le premier but est signé Christophe Jallet, bien servi par Néné. Il concrétise ainsi une grosse domination du PSG en première mi-temps qui aurait pu mener plus largement à la pause avec un peu plus de réussite et d'efficacité. En deuxième période, Paris baisse un peu de rythme et Caen est plus dangereux. Arrive la 69e minute et le but libérateur de Clément Chanteau. Je vois le défenseur qui arrive. Je me décale et puis dans ma tête je me dis qu'il faut que je sorte devant le but, je tire devant le but et après j'ai la réussite parce qu'elle va en pleine lucarne et puis elle est partie vite en plus donc un maximum de réussite. Amouma pour Caen réduit le score en fin de match, Paris remporte un succès précieux avant le choc contre Lyon. Je suis persuadé que c'est une victoire qui nous fait bien sûr beaucoup de bien mais qui va nous permettre de préparer au mieux ce rendez-vous face à Lyon. Et ce sera dimanche prochain au Parc des Princes. Et on passe au volleyball. Le Paris Volley a trébuché à domicile face à Rennes hier. L'attaquant Clément Bleuze est notre invité. Alors Jean-Philippe, on va revenir sur cette défaite pour commencer. Oui, Paris a raté le coche car une victoire hier face aux Bretons aurait été plus que précieuse. On va en parler tout de suite avec notre invité. Mais avant, retour sur cette défaite parisienne au goût amer. Florence Gaillard et Clémence Raveau étaient hier soir à la salle Charpie. Tout avait pourtant si bien commencé pour le Paris Volley. Hier soir, dans sa salle du stade Charletti, l'équipe a montré deux visages pour ce match important. Un visage offensif dans la première partie du match, avec un premier set rondement mené 25-11 et un deuxième set perdu avec seulement 3 petits points d'écart. Puis les Parisiens remportent le troisième set 25-23. Jusque-là, on pouvait encore y croire, mais la deuxième partie du match a vu l'espoir s'envoler. Je pense qu'on s'est essoufflé mentalement et physiquement, 4e, 5e set. On n'y était plus, on a commencé à prendre des séries en récep. La réussite qu'on avait pour nous au début nous a fui un peu sur la fin. Et, ça se joue sur des détails, mais bon, un détail plus un autre détail, à la fin ça fait des écarts conséquents comme ça, quoi. Même si l'équipe s'est montrée particulièrement combative, le grand absent de la soirée, c'était l'attaquant Jiří Novák, victime cette semaine d'une double entorse, et c'est peut-être cette blessure qui a fait la différence. Je pense qu'on a sincèrement manqué un peu de temps de travail pour mettre en place avec encore une fois une adaptation. On n'a pas eu le temps, ça est arrivé jeudi, faut que ça va trop vite. On repart à zéro avec le play-off, et là il va falloir être bon. Pour ces playoffs, le Paris Volley rencontrera l'équipe de 7, classée 3e du championnat. L'entraîneur veut encore y croire et rêve de jouer au moins une demi-finale. Alors Clément, cette défaite vous complique la tâche. Est-ce qu'elle est lourde de conséquences? Elle est lourde de conséquences parce que ça peut nous priver d'une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Par contre, la victoire, la défaite qu'on vient de subir, ça nous fait un quart de finale contre 7, qui est beaucoup plus abordable que Poitiers et Tours. C'est un peu les deux gros du championnat. Donc défaite amère, mais bon... Donc il n'est pas de mal dont il ne naisse un bien, c'est ça que vous dites. C'est ça, exactement. Alors 7, on va en parler, ils sont 3e du championnat. Ils vous viennent de vous battre, vous les aviez battus à l'aller. Est-ce que c'est l'équipe finalement qui vous convient ? Plus que peut-être bien sûr les grosses cylindrées du championnat. Je ne sais pas si c'est l'équipe qui nous convient, mais c'est sûr que c'est une équipe qui est à notre portée. Durant les playoffs, tout est possible. Donc on y croit, on est sur une bonne dynamique, pourquoi pas. Alors moi Clément, j'ai suivi le Paris Volley, qui a été une des meilleures équipes de France. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques saisons? C'est un peu les problèmes de tous les sports, les petits problèmes financiers, etc. Paris Volley, c'est quand même la moins grosse masse salariale de toute la Pro A.
Et c'est sûr que Paris fait toujours des petits coups de poker tous les ans, donc assez régulièrement ça marche. Des fois ça marche pas, comme l'année dernière. Et puis pour cette année, la saison n'est pas finie. C'est juste une question d'argent. Je sais pas. Ça y joue forcément parce que voilà, il y a des grosses équipes comme Tours qui ont des gros salaires. Ils peuvent avoir beaucoup de joueurs, beaucoup de remplaçants, des joueurs de qualité. Donc c'est sûr que c'est plus facile. Après, non, c'est pas que des questions d'argent. Il y a aussi tout un groupe. Non, vous étiez champion de France en 2009, donc là, il va falloir tout donner là, parce que Paris compte sur vous, hein, donc faut y aller là. Ouais, voilà. Non, mais de toute façon, voilà, tout est possible. Les playoffs, tout est remis à zéro, comme le disait Mauricio. Voilà, on sait qu'on est capable. On joue vraiment bien en ce moment, même si on a perdu hier soir. C'était du beau volley hier soir. Je pense qu'on est vraiment capable et même en l'absence de Jiří Novák, je pense qu'on est capable de faire quelque chose durant ces playoffs. Eh bien, on croise les doigts pour vous. Merci Clément Bleuze d'avoir été notre invité et bonne chance à vous. Alors Jean-Philippe, on referme cette page des sports avec de la course automobile, des voitures anciennes, la 20e édition du Tour Auto, des véhicules qui vont des années 50 aux années 70. Vous avez rencontré l'un des participants parisiens. Et il s'appelle Christophe, il habite dans la capitale et il va prendre le départ de cette course mythique. Tout comme les autres voitures d'ailleurs, eh bien ils sont arrivés en ce moment aux Tuileries à Paris où il y aura un parc fermé. Après, il y aura le départ direction Biarritz avec 5 étapes. Alors des étapes, s'ils ne sont pas chronométrées, des liaisons, de la course sur circuit. C'est vraiment une véritable course automobile. Je vous propose de voir ce reportage avec des images signées Audrey Natalizzi. Dans ce parking parisien, elle se fait déjà remarquer par le bruit de son moteur, un 6 cylindres de 2,5 litres. Elle se fait ensuite admirer par sa ligne. C'est une Lancia Flaminia Zagato de 1962, une voiture extrêmement rare, tout en aluminium. Et cette voiture va d'autant plus capter les regards qu'elle est signée Z, comme Zagato, l'un des plus célèbres carrosseries italiens, et cette année le Tour Auto lui rend hommage. Ce carrossier italien donc partait d'une voiture presque de sport déjà de l'époque, et il la recarrossait en beaucoup plus léger, et donc la voiture a été très performante dans les courses comme le Tour de France automobile, ou la Targa Florio et toutes ces courses mythiques. À 45 ans, Christophe va prendre le départ de son 4e Tour Auto. Passionné de compétition, ce publicitaire dispute des courses au volant de voitures modernes, mais il apprécie également le confort spartiate et les mélodies rugissantes des anciens. Vous ne verrez jamais un autoradio dans une vieille voiture de ce type-là, de ces vieilles sportives, parce qu'on profite du bruit du moteur et on s'en lasse pas. Plus de 230 véhicules seront au départ. Depuis Paris, les équipages venus du monde entier rejoindront Biarritz en 5 étapes. Au programme, liaison, épreuves sur circuit et spéciales sur route fermée. Il s'agit d'une vraie compétition automobile. De plus en plus de pilotes qui roulent en moderne viennent en ancienne parce qu'ils cherchent justement cette authenticité de l'époque, de ces vieilles carrosseries, de ces odeurs qu'on retrouve toute la journée. Il faut aimer ça, mais c'est vraiment c'est une course de passionnés. Et la passion rime aussi avec ambition. Christophe espère finir dans les 30 premiers. Et on se quitte avec un moment solidaire pour le Japon, alors qu'avait lieu ce week-end à la porte de Versailles le Manga Party Festival où se réunissaient les amateurs de culture nippone. Un concert caritatif a été donné au profit des Japonais. Florence Gaillard avec Abdel Joudi. C'était le concert de ce festival dédié à la culture nippone. Un concert donné au profit de la Croix-Rouge japonaise et organisé au dernier moment. Quelques artistes ont accepté de se produire gratuitement pour cet événement. Des artistes souvent eux-mêmes bercés par la culture manga. Je pense qu'artiste, c'est ça aussi, c'est pouvoir donner pour des causes comme ça. Et vu tout ce que le Japon nous a apporté en divertissement, en folie, en dessin, en histoire, culturellement, je pense que quand on peut rendre un tout petit peu, il faut le faire. Bien sûr, pendant ces 2 jours de festival, il y avait les traditionnels stands de BD japonaises et de jeux vidéo. Des fans déguisés en héros de manga pouvaient revoir les dessins animés de leur enfance. Mais après le tremblement de terre survenu le 11 mars dernier, impossible pour les organisateurs de ne rien faire. Pour avoir travaillé avec les Japonais depuis des années, ça nous a vraiment directement touché ce qui s'est passé. On a des gens qu'on connaissait dont on n'a pas encore des nouvelles. La plupart vont bien. Non, on se devait de faire quelque chose, c'est normal.
Et pour les groupes de musique japonais invités à ce festival, ce concert était également une belle opportunité de faire quelque chose pour leur pays. Nous sommes honorés de jouer à ce concert parce qu'avec notre groupe, nous étions au Japon lors du tremblement de terre. Et nous avons vu beaucoup de gens se battre, être blessés, pleurer. Et on voulait vraiment faire tout notre possible pour les aider. Une façon de rappeler que le drame japonais reste malheureusement au cœur de l'actualité. Et avant de refermer cette édition, voici l'une des principales informations que nous avons développées. Un jeune homme de 21 ans a été tué par balle tôt ce matin à Villepinte en Seine-Saint-Denis. C'est un commando de 4 hommes qui a fait irruption dans le pavillon familial. La victime a été abattue devant ses parents et ses frères et sœurs âgés de 16, 12 et 9 ans. Les auteurs de cette exécution courent toujours. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. C'est ainsi que se referme cette première partie de 19-20. Je passe tout de suite le relais à Catherine Matoche pour l'actualité nationale et internationale. Demain, vous retrouverez dès midi Yvan Allouin pour d'autres informations à Paris et en Ile-de-France. Très bonne soirée à vous, très bonne semaine aussi et merci de nous être fidèles. Retrouvez toute l'info en continu sur France3.fr.